Alors bonsoir à vous toutes et tous. Merci beaucoup d'être là sur Zoom online, YouTube et en présentiel. Voilà, on est là. Alors peut-être du coup ce soir dans une nouvelle configuration parce qu'il y a des personnes nouvelles ici en présentiel. Il me semble aussi online. En tout cas des personnes que, en tout cas j'ai pas identifié les dernières fois. Alors je vous propose de reposer un peu les bases de la pratique, que l'on puisse savoir dans quoi on arrive à partir du moment où on est là, que ce soit le lieu physique ou que ce soit le lieu online, ça ne fait pas une grande différence. Et finalement, de quoi est-il question à partir du moment où on se dit, tiens, on veut méditer. Allons méditer ce soir. Bon, allons méditer ce soir. Ça peut vouloir dire mille et une choses. On n'a pas forcément toutes et tous les mêmes idées, les mêmes représentations sur ce qu'est la pratique méditative, sur ce qu'est le calme mental, ce qui est une manière d'en parler. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir ensemble quelques points basiques, mais en même temps, c'est toujours basique, c'est-à-dire les instructions les plus profondes de pratique méditative nous ramènent toujours à quelques notions essentielles. Ensuite, il est surtout question d'un entraînement, répéter un entraînement, inlassablement, non pas comme une routine lassante, mais comme une exploration constante. Parce que finalement, on est toujours assis avec notre corps et notre esprit, et ça change jamais. Donc si on médite maintenant ou dans 10 ans, notre corps aura vieilli, mais il ne se passera rien d'autre. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a aucun artifice. Donc on est toujours ramené à ce que nous sommes à l'instant même, tout le temps. Et à la fois c'est une évidence, puis en même temps c'est très profond parce que c'est l'idée qu'on ne pourra pas chercher une nouveauté quelque part. Il n'y a pas de nouveauté. Il y a eu une exploration de ce qui est là à l'instant même, tout le temps. Il ne peut pas y avoir exploration d'autre chose. Il n'y a pas non plus l'idée d'une élaboration, d'une construction, ni savante, ni particulièrement subtile d'un état quelconque, pas du tout. Du point de vue bouddhiste, on n'est pas en train de construire quelque chose. La pratique méditative ne nous sert pas à nous mettre dans un état particulier. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ici, l'approche, clairement, c'est une approche bouddhiste de la méditation. On peut, bien sûr, aborder la pratique méditative sous de nombreux angles. On peut très bien vouloir, et c'est chaque fois juste, il n'y a pas de, c'est juste différent. On peut très bien, on peut imaginer méditer pour être calme, par exemple, ou pour être dans un état de relaxation particulier. Tout peut s'envisager. On peut méditer pour écouter le silence ou pour écouter Dieu, pourquoi pas. Tout est évidemment possible. On médite dans beaucoup de traditions. On ne médite pas seulement dans le bouddhisme. Mais il y a une approche particulière qui est celle du bouddhisme et qui se sert de la méditation comme tant d'autres voies spirituelles, mais qui s'en sert beaucoup. On pourrait dire qu'il y a vraiment beaucoup d'importance donnée à la pratique méditative. Parce qu'en fait, c'est une manière de privilégier, on peut peut-être le voir ainsi, de privilégier, euh, oui, le mot qui me vient, c'est une intériorité. C'est l'idée que ce que l'on va découvrir de plus profond va se passer à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, à l'intérieur de nous-mêmes, ça ne veut pas non plus dire que c'est comme s'il fallait aller quelque part à l'intérieur. Il n'y a pas non plus cette idée-là. Du point de vue bouddhiste, l'intériorité, on pourrait dire, c'est simplement ce qui est là, profondément et tout le temps présent avec nous. Il n'y a pas une bonne intériorité, une mauvaise intériorité. Il n'y a pas, par exemple, ce serait difficile de dire qu'il y a une bonne méditation ou une mauvaise méditation. Il y a par contre une exploration de l'état dans lequel on se trouve à l'instant même, tout le temps. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et en ce sens, c'est assez propre ou singulier de l'approche bouddhiste. C'est-à-dire on n'est vraiment pas dans l'idée où l'on doit se placer dans un état déterminé avant. On n'a pas besoin de déterminer un état. On n'a pas besoin de faire des progrès.
Disons, le progrès qu'on fait, si progrès il y a, c'est dans le seul fait de repartir dans l'exercice, de repartir dans l'aventure. Imaginons un paysage que l'on traverse, une promenade que l'on fait. On fait une promenade, on va dans un parc qu'on aime bien ou dans un lieu qu'on aime bien. On n'a pas l'idée à ce moment-là de faire un progrès. Alors bien sûr, si on court, on se dit, tiens, aujourd'hui je l'ai fait en 10 minutes, aujourd'hui en 9. Donc évidemment, là on est en train de compter. Et si on se promène dans ce paysage, c'est difficile de se dire, là je me suis bien promené, j'ai bien réussi ma promenade. En général, on ne se dit pas ça. On se dit ça dès lors qu'il y a l'idée d'une performance, dès lors qu'il y a l'idée d'une construction de quelque chose. Donc dans ce cas-là, on va se dire, ah, voilà, là j'ai bien réussi. Si j'ai un mouvement savant que je veux exécuter, je peux me dire, ah oui, là j'ai bien réussi. Mais s'il s'agit d'une promenade, on s'est promené. On s'est simplement promené. Et il se trouve qu'il s'est passé ce qui s'est passé au cours de cette promenade. Elle peut être agréable, elle peut être désagréable, évidemment. Mais on est parti dans cette exploration-là, qui consiste simplement à se promener dans ce paysage. J'ai un peu l'impression que c'est une idée, c'est plutôt une image pas trop fausse pour parler de la pratique méditative. Parce que la pratique méditative, en fait, on pourrait quasiment la résumer à un seul verbe, que souvent j'aime utiliser, c'est le verbe rester. Pas que moi d'ailleurs, hein. C'est Pema Chodron, une enseignante américaine qui en parle beaucoup. Pas qu'elle, ça vient de la tradition bouddhiste, c'est vraiment l'idée de rester, on reste là. Et dans le rester là, c'est pas le rester là d'une manière immobile et fixe, même si la posture peut faire penser à une certaine rigidité finalement. On n'est pas en train de bouger. Mais c'est pas l'idée d'une rigidité, d'être là comme un bloc inamovible, on ne bouge pas, comme si le but était de ne pas bouger. Non, c'est plutôt l'idée de rester. On est là, on chemine avec soi, on se promène avec soi-même. Parce qu'en fait, la méditation est dynamique. Tout ce qui va se passer dans le moment méditatif, qu'il dure 10 minutes, qu'il dure un quart d'heure ou une demi-heure, ben, il se passe ce qui se passe. De la même manière que la promenade qu'on fait dans un parc ou dans une forêt, ben, il se passe ce qui se passe. On n'a pas décidé de voir une biche traverser le chemin, on n'a pas décidé qu'il pleuve à cet instant, on n'a pas décidé qu'à ce moment-là, les arbres se mettent à bouger à cause du vent. On n'a pas décidé que tout à coup il fasse froid ou il fasse chaud. Non, on est surpris par les choses d'une manière très naturelle. On n'a pas pensé avant, on n'a pas élaboré. Il n'y a pas une erreur dans la promenade. C'est pas parce que la biche n'est pas passée que c'est faux. C'est pas parce que les arbres ont trop bougé que c'est faux. C'est toujours juste d'une certaine façon. La promenade, elle se donne exactement telle qu'elle est. Mais en fait, la méditation, elle se donne exactement telle qu'elle est. Et ça, c'est peut-être justement ce qu'on peut apprendre. C'est-à-dire, on peut apprendre à rentrer dans l'expérience telle qu'elle est. Et non pas rentrer dans l'expérience telle qu'elle devrait être. Dès lors qu'on rentre dans une expérience telle qu'elle devrait être, c'est beaucoup trop. C'est-à-dire, c'est presque beaucoup trop de pression qu'on se donne à soi-même. Et du coup, ben, on va effectivement se placer dans un état d'esprit ou dans une disposition qui est peu propice à l'exploration. On est dans trop d'attentes. Et ça, c'est une caractéristique bouddhiste. Si l'on est bouddhiste dans l'approche, j'entends. Si on est dans trop d'attentes, on est aussi dans trop d'espoir, forcément. Et en fait, notre vie, elle tourne déjà assez autour des espoirs et des craintes. Parce que qui dit espoir dit crainte automatiquement. J'espère que les choses se passent, mais je crains qu'elles ne se passent pas. Il y a un grand saint bouddhiste qui s'appelle Milarepa et qui a une très bonne formule. Il dit le cycle des existences, c'est-à-dire, on pourrait dire le cirque de nos vies, on pourrait le dire comme ça, tourne entre l'espoir et la crainte. Et effectivement, tout tourne tout le temps entre l'espoir et la crainte. Et bah, c'est comme ça, nous sommes des êtres humains. Il n'y a pas l'idée tout à coup de venir juger ce que nous sommes, c'est pas ça. C'est simplement que dans la pratique méditative, on s'octroie peut-être une plus grande liberté à l'égard de nos espoirs et de nos craintes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne méditation, de juste méditation ou de mauvaise méditation. Peut-être la seule chose qui nous est demandée, et encore personne ne nous le demande, c'est nous qui nous le demandons à nous-mêmes, c'est une certaine sincérité.
C'est-à-dire que si nous ne sommes pas dans la volonté de créer quelque chose, alors notre sincérité, c'est peut-être simplement l'honnêteté d'être avec ce qui se passe, justement, d'être avec ce qui est, tout simplement. C'est, oui, c'est certainement une chose en tout cas utile que d'avoir cette attitude totalement ouverte, totalement disponible à l'expérience telle qu'elle est en train de se produire, sans, sans autre, tout simplement. Donc ensuite, ben finalement, la pratique méditative, ben oui, c'est être assis, comme toujours, bien que on puisse aussi être couché, pourquoi pas, mais disons que la situation privilégiée qu'on adopte, c'est d'être assis. Assis sur une chaise, assis sur un coussin, n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi pas? Disons, on peut être assis sur... Bref. Mais le fait de cette posture, assis à même le sol, elle vient de quelque part, elle vient du Bouddha lui-même, elle vient d'une tradition millénaire, mais elle vient aussi de l'expérience humaine, toute simple. On a toujours été assis sur le sol. C'est peut-être la chose qu'on a fait avec le plus de simplicité, le plus de familiarité. On s'est toujours assis, on s'est toujours assis ensemble, finalement. On s'est toujours assis en groupe, on s'est toujours assis avec les autres. C'est la chose, voilà. D'ailleurs, voilà, on est assis très naturellement. On n'est pas en train de, il n'y a pas de, il n'y a pas de bonne manière quand on est assis de cette manière-là. C'est juste, en fait, on est assis tel qu'on est. Donc il y a quelque chose qui nous ramène dans cette posture assise tellement simple, à même le sol, sans artifice aucun, qui nous amène encore une fois à l'exploration des choses telles qu'elles sont. On n'est pas dans une posture compliquée, on n'est pas dans une posture savante. On est dans une posture essentielle. Alors, c'est vrai que peut-être pour nous aujourd'hui, qui sommes si souvent assis sur des chaises, ça peut paraître compliqué d'être assis en tailleur. Mais dans la plupart des cultures du monde, et pendant des millénaires, on a d'abord été assis comme ça, à même le sol tout simplement. Donc c'est la position la plus simple, la moins élaborée. On n'a même pas besoin d'être sur un siège richement orné ou genre, rien du tout. On est juste là, posé. Et en fait, dans cette attitude d'extrême simplicité, on retrouve l'extrême simplicité avec laquelle on aborde toute cette intériorité. C'est-à-dire tout ce jeu de phénomènes mentaux qui vont s'élever dans l'esprit, en fait, très simplement. Et après, une fois qu'on a posé le corps, et poser le corps, ça veut dire le poser avec attention, on n'est pas en train de vouloir être dans quelque chose de très particulier, on est juste présent à cette posture. On peut se permettre alors d'être présent à l'esprit, tout simplement. C'est-à-dire revenir à ce que je disais au début, c'est-à-dire simplement présent à l'expérience telle qu'elle se présente, justement. Mais cette présence, elle suppose une certaine qualité. Alors, je l'ai mentionné, ni espoir ni crainte, ça peut nous être utile. Et puis, l'autre qualité, eh bien, c'est justement la présence. C'est-à-dire que cette promenade qu'on fait dans la forêt et il se passe ce qui se passe, l'intensité de cette promenade ne viendra pas de la qualité extrême du paysage. Si, peut-être parfois, mais ce n'est pas ça qui est recherché. D'autant plus si c'est une promenade habituelle, l'intensité, elle viendra de notre propre intensité, à être là et à vivre totalement présent cette promenade qui est en train de se faire à cet instant même. Et donc de la même manière ici, finalement cette posture du corps, c'est certainement le corps présent, mais c'est aussi la présence à nous-mêmes, à travers le corps. C'est-à-dire c'est ce corps qui finalement symbolise notre totale disponibilité à ce qui est observé intérieurement, tout simplement. Et dans l'observation de cela qui se produit intérieurement, c'est-à-dire nos pensées, n'importe, quels que soient nos jeux finalement, eh bien, on apprend à rester justement. C'est-à-dire on apprend à rester, ça ne veut pas dire rester fixé à ce qui se produit là maintenant, comme s'il fallait poursuivre ce moment, mais on reste à ce qui se passe maintenant. Rester à ce qui se passe maintenant, ça veut dire que la stabilité se place dans le rester, dans le fait même d'être là, mais la stabilité ne vient pas se loger dans ce qui se produit. Mais la stabilité se place là, dans cette présence.
Dans cette présence, il y a de la stabilité. Après, il peut y avoir du mouvement. Il peut y avoir du mouvement, un peu comme si nous sommes assis au bord de l'océan. Il y a des vagues, il y a le mouvement qu'il y a. Beaucoup de vagues, peu de vagues, c'est complètement égal. Mais la qualité de présence, elle est là. Elle est là dans le seul fait d'être assis au bord de l'océan, avec les mouvements qu'il y a, quels que soient ces mouvements. Et en fait, notre qualité de présence, elle ne va pas intervenir sur la qualité des vagues. Il n'y a pas de... D'abord, ce serait inutile, parce qu'on n'est jamais plus fort que les vagues. Et puis, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que il se passe ce qui se passe. Mais par contre, nous, on peut être là dans une totale capacité à être présent à cet instant-là. Et dans cette observation de cet instant-là, il commence à s'ouvrir alors un espace qui est un espace, en fait, on pourrait dire d'intériorité, on pourrait dire aussi un espace de sagesse finalement, où à force d'être là pleinement vivant, pleinement présent à ce qui se produit, il peut s'élever aussi une compréhension de ce qui est justement en train de se produire. Il y a quelque chose à apprendre de l'observation attentive de ces vagues, par exemple, de ces mouvements. Et il y a quelque chose aussi à apprendre et à comprendre de nous face à ces vagues, c'est-à-dire des réactions qui peuvent s'élever en nous. De nous qui sommes en train de dire « Oh, si seulement il y en avait plus. Ah, pourquoi il y en a tant. Oh, comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus ?» etc. Toute cette interprétation, c'est-à-dire cette manière de se relier au phénomène, et donc plus loin encore de se relier à, on pourrait dire, à l'existence de manière générale, cet espace méditatif nous permet de l'interroger. Donc voilà, ça, à très gros traits, c'est à peu près à quoi... bon, en tout cas, c'est la présentation qui me vient à l'instant, mais il me semble qu'il y a là quelques éléments qui nous permettent d'avoir une certaine représentation de ce qu'on peut imaginer ou concevoir comme étant la pratique méditative dans une approche bouddhiste, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc à partir de là, on va simplement s'installer dans cette posture et dans l'observation du va-et-vient. Alors par exemple, va-et-vient du souffle, ça peut nous aider, le va-et-vient du souffle, parce que ça va nous permettre de trouver comme une espèce de point de raccord, le va-et-vient du souffle, donc on pourrait dire comme une espèce de pense-bête, un rappel qui nous permet de ne pas partir dans les volutes, dans tout ce que l'on va vouloir construire, etc. intérieurement. Donc ça nous permet de rester, mais on peut aussi très bien rester avec le corps. C'est-à-dire le corps est suffisamment présent pour nous permettre d'être là. Donc ça, c'est possible aussi. Après, c'est à nous d'expérimenter. C'est à nous de voir ce qui nous permet d'être là, dans cet instant, et ne pas partir finalement. Alors, il faut le faire avec douceur, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être trop sévère avec nous-mêmes. On va peut-être se voir partir dans une élucubration mentale, dans une divagation, et c'est pas grave, pas du tout. Mais dans ce cas-là, on reviendra. C'est un peu comme si on partait dans un imaginaire en regardant les vagues et on revient à nous assis sur la plage. En fait, il y a un mouvement d'aller-retour. On est sans arrêt en train de revenir à cet endroit. Et on observe le fait de revenir à cet endroit, tout simplement. Ok? Donc voilà, et on va simplement expérimenter cela. Ce que l'on va faire dans une approche bouddhiste telle qu'on le pratique ici ensemble, on va commencer par une prière. Alors ça peut étonner de faire une prière, mais disons que dans la tradition bouddhiste, on commence avec une prière dans le sens d'une intention. Puissais-je réaliser l'éveil? Et l'éveil, c'est en fait la sagesse qui me permet de découvrir ma véritable nature, pour faire très court. Donc c'est une prière que l'on récite. Et puis ensuite, ça nous engage dans la pratique, tout simplement. Voilà. Semchen tamche dewa tong dewe jo tong ben pai
Dungal dong dungal ge ju dong dal warai ju. Dungal me pe de wa dong ba dong min dal warai ju. Nye ring ja dong ye dong dal. Dong nyum jen bo la ne ba ju. Pal den sa we la ma rin pa ji. Da ge je guram pe me den ju la. Ka den jen bu go ne je sung. Ku sung tung ge nga rum sang du sun. Alors le plus simple, c'est de tenir le corps droit, si l'on peut, bien sûr. L'idée, c'est pas non plus de, de se forcer au point où la posture devient insupportable, ce qui fait que si à un moment donné vous sentez le besoin de bouger, vous bougez, vous vous réinstallez autrement, il n'y a pas de problème. De toute façon, euh, là ensemble, on fait rarement des sessions très très longues, de manière à justement qu'on n'entre pas dans une espèce de force volontaire, faut que j'y arrive, il faut que je tienne, etc. Et tout simplement en se permettant aussi une certaine indulgence aussi, mais aussi un certain confort, pour pas faire que toute notre énergie soit aspirée par justement l'idée d'une performance, mais plutôt l'idée d'une qualité de regard et de présence, tout simplement. Et puis vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. C'est à vous d'observer si ça favorise plus ou moins de qualité de présence, plus ou moins de qualité d'endormissement aussi, ou de distraction. C'est à chacun d'observer cela. On peut prendre comme appui le va-et-vient du souffle. On peut le décompter, le dénombrer si l'on souhaite, pour garder une attention plus vive, ou l'on peut tout simplement rester avec cette présence du corps, en s'aidant peut-être de cette image de nous au bord d'un océan, où on revient sans cesse au point d'observation.
une petite pause. Là, on peut s'étendre, s'étirer, changer de posture, n'importe. C'est comme s'il s'agissait de revenir sans cesse, comme revenir sans cesse. Pourquoi? Parce qu'on est sans arrêt en train de partir, on part sans cesse, donc on revient sans cesse en fait. C'est pas tellement autre chose. L'exercice consiste surtout en cela. Ça peut être très intéressant, ce qui nous distrait, il n'y a pas de doute, hein. C'est pas un jugement sur ce qui nous distrait, ou c'est même pas qu'on ne doive pas se distraire, c'est très agréable de se distraire, c'est pas ça. C'est que ici on tente un exercice, c'est juste un exercice. Après, dans la vie de tous les jours, à voir si on peut le transposer comme ça d'une manière simple, cet exercice méditatif. C'est pas toujours très aisé, c'est possible parfois. Mais ici, dans l'espace méditatif, on peut en profiter pour essayer de faire quelque chose de différent. L'idée de la différence ici, c'est de sortir d'une forme de ce qu'on pourrait appeler un type de, de conditionnement. Il y a quelque chose qui nous porte par conditionnement. Conditionnement, c'est juste un mot qu'on utilise ici dans ce contexte, mais on pourrait dire habitude, tout simplement. L'habitude nous porte à nous laisser prendre, en fait, de manière constante. L'habitude ici, on tâche d'en créer une nouvelle, que ce soit l'habitude de revenir. Parce que c'est intéressant de revenir. Il n'est pas dit que ce soit forcément plus intéressant de partir, ça peut être très intéressant de revenir. Mais peut-être qu'il faut aussi faire place à une certaine lassitude aussi. Il faut pouvoir s'ennuyer avec soi-même. C'est intéressant de s'ennuyer. Parce que s'ennuyer, c'est aussi rester. Pour peut-être découvrir finalement que c'est pas si ennuyeux. Mais c'est pour ça que la distraction est tellement puissante, tellement forte. C'est pour ça que aussi que tout ce qu'on appelle les kleshas en sanskrit, c'est-à-dire les émotions puissantes qui sont souvent assez toxiques, la haine, l'aversion, la colère, le désir puissant, accapareur, l'attachement qui ne laisse plus partir, tous ces travers de l'esprit, l'ignorance. C'est pour ça qu'ils sont si forts et si puissants, parce que c'est très distrayant. Ça nous amène ailleurs, en fait. D'où leur force aussi, sans aucun doute. Il y a une force d'attraction très très puissante. Mais revenir, c'est tout à coup observer ce jeu d'une manière différente. Et du coup, ça crée un autre espace aussi. Et sinon, l'instruction clé, profonde de la pratique méditative, c'est celle qui concerne les 3 temps. Souvent je la rappelle, mais elle est vraiment importante. Et celle qui concerne les 3 temps, c'est ni anticiper le futur, pas plus que ne chercher à revenir au passé, et pas plus que chercher à fixer quelque chose là maintenant, non plus. Et il y a plein d'implications très importantes du fait de s'affranchir de ces 3 temps. Parce que notre vie est sans arrêt dans une projection, soit dans le futur, soit dans le passé, soit dans la volonté de maintenir quelque chose. Et là, on apprend à faire l'exact contraire de ce que, sans même nous en rendre compte, nous faisons tout le temps. Donc, évidemment, au départ, il n'y a rien d'évident.
Mais c'est très intéressant d'observer justement que nos pensées sont sans arrêt soit en train de se projeter dans le futur, soit en train de revenir dans le passé, mais qu'elles sont très rarement libres de ce jeu, très rarement. Et dans ce jeu, prend place beaucoup de nos scénarios intérieurs, des histoires qu'on se raconte, et qui nous permettent de nous identifier aussi à l'histoire que nous pensons être vraie. Alors quand elle est bonne, cette histoire, on est content de la voir, mais parfois elle nous enferme aussi. Mais bon, ça c'est tout un vaste sujet. Ok, c'était simplement pour vous proposer un petit interlude, mais pas que ce soit n'importe quoi, juste quelques petites instructions qui nous ramènent à la pratique, et on continue notre exercice. Voilà, on reprend la posture, c'est comme si on se réinstallait au bord de la mer, au bord de l'océan. On revient là, c'est une façon de revenir là. C'est pas juste hop, tac. Bien sûr, ça peut être ça aussi. Mais on peut le faire en pleine conscience aussi, en se disant, ok, je me replace. Et donc, je me replace. Se placer, c'est exister aussi. Placer quelque chose, c'est lui donner une place, justement. Donc, je prends cette place. C'est des choses très fines, finalement, mais qu'on peut sentir dans la manière de se poser là, et de reprendre cette place. Et à partir de là, d'observer. Il faut se laisser aller à le sentir.
Une petite pause. Si vous avez des questions, bien sûr, c'est toujours possible, hein, comme vous le souhaitez. En tout cas, n'hésitez pas à tester parfois le décompte du va-et-vient du souffle. Ça peut être aussi très intéressant. Et dans ce cas-là, une expiration et une inspiration font une. Donc ensuite on expire, on inspire, ça fait 2, etc. Et on peut compter comme cela jusqu'à 21. Et puis ensuite on peut reprendre le décompte à partir de 1. Mais si tout d'un coup, au bout de 3, on a perdu le décompte, on reprend à 1, évidemment, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir une certaine stabilité. C'est un exercice, dans ce cas-là, de concentration et de stabilité. Ça joue plus d'ailleurs sur la concentration et la stabilité que la présence. Cela dit, ce n'est pas absent du tout de l'exercice de présence, mais parfois, ça peut requérir plus d'énergie de notre part. Donc on peut finir par être plus concentré sur le décompte que sur la présence. Alors que la présence, c'est aussi être présent au moment où on perd le décompte. C'est la présence constante à chaque instant. Mets-toi bien, Yvan. Très important de se mettre bien. Sinon, tu peux essayer aussi une fois 2 coussins pour être plus haut. Ça peut être pas mal, 2. Ouais, t'en as pris un bien gros, ouais, c'est bien. Parce que parfois, la hauteur du coussin, c'est tout simple, mais la hauteur du coussin, elle nous permet de soulever la colonne vertébrale. Donc, ouais, comme ça permet d'avoir une plus grande assise. Et ouais, il faut vraiment essayer comme ça. Ça fait mal au dos, mais dans ce cas, ouais, faut essayer. Et puis si c'est, et puis oui, c'est bien aussi de se couvrir le dos pour avoir chaud. Oui, tout à fait. Bah, petit à petit, on trouve, hein, évidemment. Ça fait aussi partie de cette présence, c'est-à-dire présence au corps, à ce qui se passe, à cette posture. Et donc, petit à petit, on sent d'ailleurs que le corps lui-même cherche la posture. Parfois, au départ, on n'est même pas sûr d'être droit. On ne sait pas. Est-ce qu'on penche à gauche? Est-ce qu'on penche à droite? Est-ce qu'on penche devant? Est-ce qu'on penche derrière? On n'est pas très sûr. Finalement, on n'a pas autant l'habitude que ça que d'être dans notre corps. Et c'est pas parce qu'on fait des mouvements comme ça qu'on est dans notre corps. La présence à l'égard du corps, c'est pas forcément faire beaucoup de mouvements. Hein. La présence, elle est très silencieuse en fait. Quand vous observez un oiseau, vous êtes très présent. Vous ne faites pas grand-chose à ce moment-là. Mais c'est le seul moyen de l'observer. Si on fait quelque chose, si on agite beaucoup les bras, on ne pourra jamais observer un oiseau. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... C'est comme faire de la place à une qualité de présence pour commencer à voir aussi. On pourrait très bien faire l'analogie avec le silence qui permet d'écouter. C'est un peu de cet ordre, finalement. Mais c'est pour ça que du coup, quand on développe cette qualité de présence, c'est aussi ça qui va nous permettre de repérer les mouvements du corps, qui nous permet de tout à coup sentir, tiens, tiens, il peut y avoir une tension quelque part, tiens, il peut y avoir une détente quelque part. Parce que évidemment, sinon, on ne porte pas attention à ça, on n'est pas attentif. C'est un peu comme si on marchait tout droit sans observer ce qu'il y a à gauche et à droite. Bon, il ne faut pas avoir trop mal, hein. Ah bah oui, non mais c'est terrible.
chercher. C'est bien. Faut pas que la posture devienne trop difficile, parce que dans ce cas-là, après, voilà, ça engage trop d'énergie, évidemment. C'est pour ça qu'il y a des sessions courtes de pratique. Ok, voilà, on va s'engager dans la dernière partie. Comme ça, on peut observer notre esprit qui se dit, ah ouais, c'est la dernière partie, ça va bientôt se terminer. Ouf. C'est toujours très intéressant d'observer l'esprit qui se dit, il n'y a plus qu'un petit moment, ça va, c'est bientôt fini. C'est fou ce qu'on se raconte des choses. Extraordinaire. On peut presque se passer d'un coup de gong. C'est nous qui décidons quand ça commence. Et ça commence à l'instant où ça commence en fait. À l'instant même où nous sommes présents.
Voilà, on est arrivé au terme de cette pratique du soir, du calme mental. Alors, avant de se quitter, je vous rappelle juste que, en fait, notre prochain rendez-vous, eh bien, c'est ce mercredi à 18h30. Et ensuite, à 19h30, il y aura, alors, exceptionnellement, parce qu'il y a eu toute une période, plus d'une dizaine de jours, où le programme a été bouleversé du fait du décès de la Matenzang à Montchardon. Donc, ce mercredi, après Tienrezi, donc à 19h30, on fera ensemble la session de réflexion et intégration sur la pratique en fait, sur le texte de Gampopa. Alors ça, c'est lié à une des activités du CEBT. Donc voilà, j'en profite pour vous rappeler que vous trouvez toutes les informations, bien sûr, sur le site. Là, vous le voyez affiché à l'écran, l'adresse du site, donc cebt-genève.ch, pour voir à peu près comment les choses s'organisent. Mais donc sinon, effectivement, on se retrouve ce, ce mercredi. Ensuite, la semaine prochaine, le programme sera encore un peu bouleversé parce que je pars enseigner à Montchardon, mais je vous donnerai des informations sur comment les pratiques régulières et hebdomadaires vont se poursuivre. Sinon, on va terminer comme toujours par une dédicace. Ça, c'est évidemment très important. Donc, une dédicace où... Alors, euh, c'est aussi ce que nous indique la tradition bouddhiste. On termine une pratique méditative comme d'ailleurs une pratique spirituelle qui prendrait une autre forme. On la termine toujours par une dédicace, qui est une façon d'offrir, de faire un souhait aussi, de faire le souhait que, eh bien, ce calme mental dans le sens de ce regard peut-être nouveau que l'on peut poser sur nous-mêmes, sur les mouvements de notre esprit, eh bien, il en découle une sagesse possible pour nous-mêmes, mais le souhait, c'est que cela rejaillisse sur autrui aussi, comme un souhait justement. Puissent tous les êtres, eh bien, eux-mêmes, développer cette qualité ou ces qualités issues du calme mental et aller vers finalement plus de limpidité, plus de clarté et moins de confusion, parce que en définitive, c'est le but du jeu, j'aurais envie de dire. Quelles que soient les traditions, quelles que soient les démarches, quelles que soient les idéologies, bien que il peut y avoir aussi des points de vue où on ira vers plus de confusion. Mais l'idée, il y a d'ailleurs un texte qui dit très simplement, on a 4 chemins possibles, de la lumière à la lumière, de la lumière à l'obscurité, de l'obscurité à la lumière et de l'obscurité à l'obscurité. Donc finalement, entre ces 4 possibilités, à nous de choisir celle qui nous mène vers le plus de clarté à partir de là où nous sommes, tout simplement. Voilà, donc cette prière de dédicace. Sunam de tam che zeng pa ne tom ne nye pe da nam pam je ne ke ga na che ba la tro pa yi si pe zo le do wa rai. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour cette pratique. Et puis, ben, on se retrouve à tout bientôt, peut-être mercredi, et puis sinon la semaine Mercredi. prochaine, eh ben mercredi pour toi, Annick, et sinon, voilà, à un moment ou à un autre. Et portez-vous bien, prenez bien Oui, soin de vous, et à bientôt. Merci vous beaucoup. aussi. Bonne soirée. Merci, Au bonne revoir. soirée, au revoir.